Quasiment 16h45 sur LCI, c'est l'heure du grand dossier. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur notre plateau. Donald Trump et Vladimir Poutine sont-ils en train de décider à eux seuls le nouvel ordre mondial? Il y avait eu la conférence de Yalta en 1945 pour résoudre la Seconde Guerre mondiale en 2025. Le sommet de l'Alaska va-t-il aboutir à un accord pour un cessez-le-feu en Ukraine? Donald Trump est en train de s'exprimer en ce moment même sur la politique intérieure. Évidemment, s'il évoque ce sommet, nous l'écouterons en direct. Le problème, c'est que les présidents russes et américains seront seuls en tête-à-tête. Volodymyr Zelensky n'est pas convié, ni même les Européens. L'Union a d'ailleurs convoqué en urgence une réunion. Elle s'est tenue cet après-midi. Résultat, ils ont réussi à décrocher quelque chose, les Européens. Ils ont réussi à obtenir un entretien direct entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et donc eux-mêmes. Ce sera mercredi. Pour quel résultat ? Pour le moment, même le Premier ministre polonais a des doutes. La partie américaine a promis de consulter ses partenaires européens sur sa position avant la réunion en Alaska. Par conséquent, j'attendrai comme vous tous les résultats de la rencontre entre le président Trump et Poutine. J'ai beaucoup de craintes et beaucoup d'espoir. Entre espoir et crainte, quel peut être le rôle des Européens? L'analyse de Sylvie Berman, bonjour. Bonjour. Ancienne ambassadeur de France en Russie. Colonel Michel Goya, bonjour. Bonjour. Consultant militaire LCI et Mariana Perebenesiuk, bonjour. Bonjour. Journaliste franco-ukrainienne. L'œil de la diplomate d'abord entre espoir et crainte, comme on a entendu pour Donald Tusk. Effectivement, est-ce qu'on peut déjà voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que les Européens aujourd'hui ont obtenu ce coup de fil de la part de Donald Trump? Oui, je pense que c'est important parce qu'ils étaient totalement tenus à l'écart et en même temps le contact avec Volodymyr Zelensky, même si Donald Trump l'appelle, n'est pas toujours très aisé. Et donc c'est important que les Européens fassent valoir un certain nombre de points en soutien effectivement aux revendications ukrainiennes et expliquent à Donald Trump un certain nombre de choses qu'il ne comprend pas parce que en fait ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un accord de paix. Il a une vision assez simpliste et donc c'est important. Et effectivement, vous dites en tant que diplomate, la diplomatie, c'est se parler, se concerter le plus souvent possible. Je pense que l'accord s'il y a un accord, c'est même pas garanti. Alors, je sais pas si c'est en Corée ou ailleurs, en Alaska. Ça ne sera pas un accord final non plus. Je pense qu'il y aura besoin d'autres réunions. Alors, sur cet accord entre Donald Trump et Vladimir Poutine, que peuvent se dire les deux chefs d'État? On a peut-être, je dis bien, un début de commencement de réponse en écoutant le vice-président américain J.D. Vance qui s'est exprimé sur Fox News hier soir. On va l'écouter parce qu'il prévient d'ores et déjà. Il n'y aura que des déçus. Si l'on considère la ligne de contact actuelle entre la Russie et l'Ukraine, nous allons essayer de trouver un accord négocié acceptable pour les Ukrainiens et les Russes, dans lesquels ils pourront vivre dans une paix relative et où les massacres cesseront. Cela ne contentera personne. Les Russes et les Ukrainiens, au final, seront probablement mécontents. Mais je ne pense pas qu'on puisse réellement s'asseoir et négocier sans le leadership de Donald Trump. Voilà, il y a l'importance évidemment du président américain. Il n'y aura que des déçus vendredi soir, d'après vous? Alors pour l'instant, nous ne pouvons que spéculer. Soyons clairs. Par ailleurs, l'organisation de tous ces sommets et de consultations montre que rien n'est figé pour l'instant. Donc on peut spéculer d'un côté ou imaginer quelles sont les pistes les plus réalistes. Par exemple, quand il s'agit d'échanges de territoire, par exemple, ce n'est tout simplement pas réaliste parce que les deux pays en question, l'Ukraine et la Fédération de Russie, possèdent des constitutions et il se trouve que les oblasts de l'Ukraine font partie maintenant de territoire russe selon la constitution russe. Donc là, déjà, c'est si vous permettez, c'est quelque chose comme une impasse. C'est même pour ça où c'est intéressant ce que dit le vice-président américain, parce que par rapport à ces formulations, une paix relative avec l'arrêt de massacre, cela ressemble plutôt à un cessez-le-feu sur la ligne de front. Et c'est en effet quelque chose que Donald Trump a voulu dès le premier jour, dès le début. Et c'est quelque chose qui a été frontalement refusé par Vladimir Poutine. Ouais. Mais c'est ça aussi. Pardonnez-moi, je saisis la balle au bond.
Vladimir Poutine, jusqu'ici, n'a pas fait preuve de grande bonne volonté. Il n'a jamais voulu un cessez-le-feu. Et là, il obtient ce dont il a toujours rêvé. C'est-à-dire un tête-à-tête avec Donald Trump. C'est là où il y a une très grande ambiguïté et beaucoup d'interrogations autour de ce sommet. En fait, on ne peut se ranger même que derrière l'avis de Donald Tusk ou d'autres personnalités très expérimentés qui eux-mêmes ne savent pas quoi en penser, tant ça peut donner le pire et le meilleur, ou probablement quelque chose entre les deux, ou dans un mix qu'on ne connaît pas encore. Alors, en ce qui concerne le cessez-le-feu, c'est quelque chose qui serait que Donald Trump a toujours voulu, que Vladimir Poutine n'a jamais voulu, à aucun moment. Tous les efforts diplomatiques depuis la grande invasion portaient sur l'établissement de ces cessez-le-feu, ne serait-ce que temporaire. Tout le monde a échoué. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il est difficile de le dire. Une chose est sûre, si les préparatifs continuent, cela veut dire que les deux hommes, Vladimir Poutine et Donald Trump, souhaitent encore se rencontrer et que les deux souhaitent que ça soit une sorte de victoire pour chacun d'entre eux. Exactement. Mais comment ménager le chèvre et le chou dans cette situation ? Même si on sort l'Union européenne, voire l'Ukraine de l'équation, il est difficile de le dire. Mais est-ce qu'ils n'ont pas un point commun, ces deux hommes ? Est-ce que tous les deux, ils n'ont pas pour objectif d'affaiblir l'Europe ? Quand je parle de Yalta, là je m'adresse à l'historien militaire, 45, ou alors ils sont plusieurs autour de la table à essayer de tenter de précipiter la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que là, le sommet de l'Alaska, on pourrait parler de Yalta bis ? Alors, on n'est quand même pas dans le même contexte. C'était une réunion entre alliés, alliés contre un ennemi. Les trois grands qui étaient alliés contre l'Allemagne nazie. Et puis, voilà, on commence à réfléchir sur l'après-guerre. Là, on n'est pas dans cette situation. On est plutôt dans un contexte des relations qu'on pouvait avoir pendant la guerre froide, ou des rencontres, par exemple, entre Nixon, Brezhnev, entre Kennedy, Khrouchtchev, voilà, ces relations un peu bilatérales visant à un peu réguler les choses, à, dans ce cadre-là, la guerre froide, éviter d'aller entre soi à une escalade nucléaire, et puis de gérer un peu le monde, quoi, entre les deux superpuissances. C'était ça le principe. Donc on est plutôt dans ce contexte-là, et au grand ravissement évidemment de Vladimir Poutine, qui, il faut quand même le rappeler, il y a une semaine encore, ou quasiment été placé par Donald Trump devant, voilà, au pied du mur. Donald Trump a même annoncé l'envoi de 2 sous-marins nucléaires, enfin, la grosse pression, et au bout du compte, une semaine après, voilà, on en est là. Nouvelle pirouette de Vladimir Poutine, après un énième ultimatum un peu mou de la part de Donald Trump, et on se retrouve ici, dans cette situation qu'il attendait, où il va, alors, on se retrouve au même rang que le président des États-Unis. Il se retrouve à la frontière entre les deux empires, d'une certaine façon. Au grand ravissement, il n'a pas été convoqué à Washington, par exemple. Non, on se rencontre entre les deux. Voilà, c'est ça. Au point en Alaska, ouais. Voilà, accessoirement très loin de l'Europe et de l'Ukraine, ouais. un peu au bout du monde, où on va gérer les affaires du monde. Donc pour Vladimir Poutine, c'est du pain béni. Exactement. Position de force du président russe. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ce point. D'abord, partons en Ukraine, puisque nos journalistes sur place nous attendent, Marianne Kotonov et Marine Truchot. Bonjour à toutes les deux. On parlait de la position. Apparemment, les Russes arrivent en position de force à ce sommet. Qu'en pensent les Ukrainiens ? Les Ukrainiens, ils sont un peu... j'arrive même pas à trouver le mot, peut-être désemparés, parce qu'ils voient que, encore une fois, ils sont sortis du jeu, que Volodymyr Zelensky n'est pas invité. Alors, bien sûr, on a évoqué sa présence en Alaska, mais pour le moment, il n'y a pas d'annonce officielle. Et de toute façon, on se doute bien que Vladimir Poutine va mettre tout son poids dans la balance pour ne pas dialoguer avec Volodymyr Zelensky. D'ailleurs, Poutine l'a toujours dit très ouvertement, hein, il n'est pas du rang de Zelensky, il se pense beaucoup plus élevé. C'est pas
pas de son rang de discuter avec Zelensky et que les conditions, disait-il exactement, ne sont pas remplies pour qu'il y ait des discussions bilatérales avec Volodymyr Zelensky. Donc en fait ici les Ukrainiens se disent encore une fois on est sorti du jeu, mais c'est hors de question pour eux que l'on décide du sort de l'Ukraine sans leur demander leur avis. C'est absolument impensable. Beaucoup de militaires à qui on a pu parler par l'intermédiaire de notre fixeur nous disent c'est pas possible que autant de militaires soient morts sur le front, autant de civils soient morts depuis 2022 pour en arriver là. Parce qu'en fait ce que propose cet échange de territoires qui est en fait un jeu de dupes, en fait c'est une capitulation de l'Ukraine. Et Volodymyr Zelensky l'a bien redit, on n'abandonnera pas les nôtres. Ce qui veut dire que tous les Ukrainiens qui se trouvent dans les territoires occupés actuellement sont encore Ukrainiens pour l'Ukraine et donc il est hors de question de les abandonner. Donc en fait les Ukrainiens ne savent pas trop quoi faire parce que c'est vrai que même s'ils en ont assez de cette situation de guerre, même si les civils sont épuisés de devoir essuyer des attaques quasi quotidiennes sur toutes les grandes villes, la nuit dernière encore Zaporizhzhia, donc en fait eh bien ils se disent quand même que le prix est trop lourd d'abandonner des territoires comme ça. Et en fait quand on parle de compromis, quels sont en fait le compromis que font les Russes? Il n'y en a aucun. En fait, tout est à l'avantage des Russes, rien à l'avantage des Ukrainiens. Donc c'est une situation ici qui est très compliquée. Et les Ukrainiens, notamment les militaires, pensent que de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il y a un gel de la ligne de front, eh bien la Russie en fait recommencera peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Donc que tout ça n'aura servi à rien. Merci beaucoup Marianne et Marine donc pour les images en direct de la région de Kiev. Donald Trump, il en est parfaitement conscient de ça. S'il va trop loin avec Vladimir Poutine dans les concessions, ça n'aura aucune valeur parce que les Ukrainiens n'accepteront jamais. Ça, il le sait. C'est pour ça que J.D. Vance se dit il y aura un compromis et personne ne sera satisfait. Maintenant, que sera ce compromis? On n'en sait rien. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que, bien évidemment, la Russie ne peut pas gagner et conquérir l'Ukraine, mais l'Ukraine ne peut pas récupérer les territoires qui sont occupés. Alors la question se pose aujourd'hui sur toutes les parties qui ne sont pas occupées mais qui ont été intégrées dans la constitution russe. Alors bon, comme ça a été dit, évidemment, il y a une impasse totale, mais les constitutions, ça se change aussi si nécessaire. Donc c'est pas uniquement ça le problème. Mais est-ce que d'un côté et de l'autre, effectivement, il peut y avoir une acceptation, il peut y avoir un compromis? C'est extrêmement difficile. Ce que compte faire Donald Trump, c'est évidemment faire pression sur les deux parties pour ça. Mais en réalité, tous les accords de cessez-le-feu, tous les accords politiques dans le monde qu'il y a eu, ça a été un peu un rapprochement forcé des partis et des compromis. Maintenant, il faut voir sur quoi ça porte exactement, ce qu'on ignore quand même pour le moment. Alors, on l'ignore. Moi, ce qui nous interpelle quand même, c'est qu'on l'a bien vu grâce à Marianne Kotonov, c'est que les Ukrainiens sont extrêmement sceptiques. En revanche, les Russes nous paraissent être d'une très grande confiance à 4 jours de ce sommet. Par exemple, vous lisez Le Monde daté de demain, il y est question des propagandistes russes qui voient ce sommet d'un très très bon œil. Les pro-Kremlin y voient, alors je cite la journaliste du Monde qui en parle, les pro-Kremlin y voient dans ce sommet un prélude au retrait des sanctions sur l'énergie surtout et à l'absolution des crimes de guerre perpétrés par l'armée russe en Ukraine. Donc c'est une très bonne chose ce qui est en train de se passer pour eux. Et puis, on regarde aussi ce qui se passe du côté de la télévision russe. Il y a un reportage qui a été fait en Alaska, parce que vous l'avez très bien dit, ce n'est pas anodin que cette rencontre, ce tête-à-tête se passe en Alaska. Eh bien, regardez un extrait de ce reportage. Comment caractériseriez-vous les relations actuelles entre nos pays ? Les relations entre nos pays, en particulier entre l'Alaska, aux États-Unis et la Russie, sont vraiment bonnes concernant les citoyens. Il y a de l'amitié, de la sympathie mutuelle. L'Alaska compte plus de 700 toponymes d'origine russe, comme cette intersection des rues de Chirikov, de Shelekov, à Anchorage. Et les panneaux américains, verts standards, sont très conviviaux. Ce qui est convivial, c'est également l'invitation de Trump à Poutine de discuter de tout ouvertement et sans étrangers. Pendant le tournage de ce reportage, un voisin surpris est apparu derrière les buissons. Comment ne pas discuter de l'actualité ? Quelles sont vos attentes sur la rencontre ? Какие у вас ожидания? Видите ли вы возможность для взаимопонимания? Это хорошо или плохо?
Je pense que c'est une bonne chose. C'est une excellente occasion d'établir un dialogue. Je crois que cela devrait finalement conduire à la paix. Cette nouvelle me réjouit. C'est formidable que nous ayons cette merveilleuse occasion de devenir des voisins amicaux plutôt que des adversaires. Là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ils y vont en position de force. En fait, ce sommet, avant qu'il ait lieu, c'est comme s'ils avaient déjà gagné. Mais c'est exactement ça, c'est déjà le cas. Souvenons-nous, il y a 3 ans, Vladimir Poutine était quasiment isolé sur la scène internationale avant qu'il ne se reconnecte, entre guillemets, avec le Sud global. Là, il y a une rencontre en tête-à-tête avec le président de la superpuissance mondiale. En fait, c'est déjà une sorte de victoire pour la propagande russe qui, rappelons-le, est impérialiste. Donc, selon l'idéologie du Kremlin, selon l'idéologie de la propagande russe, il existe des grands pays dont la Russie fait nécessairement partie, qui ont le droit de décider du sort de pays dont il ne faut même pas demander l'avis, en fait. Dont la vie était complètement égale. Donc, le fait même qu'on organise ce sommet, le fait aussi que ce sommet, le programme de ces sommets pour l'instant est si flou, ça permet à la propagande de s'y engouffrer, d'étitiller tout le monde, y compris les chefs d'État européens, parce que pour l'instant, personne ne sait de quoi il s'agit, mais la manière dont c'est présenté, c'est en effet ça, c'est le retour d'impérialisme où les chefs des 2 grands pays se rencontrent pour décider du sort des autres. C'est ça, on a l'impression que la question ukrainienne là est secondaire. C'est d'abord Vladimir Poutine qui revient dans le jeu international, Vladimir Poutine qui décroche un tête-à-tête avec la première puissance mondiale et Vladimir Poutine qui obtient le sommet dont il rêvait, quoi. Oui, alors ce qui est intéressant dans le reportage qu'on voyait avec cet échange-là avec le voisin, on voit bien qu'il y a 2 niveaux de lecture quand même. Il parle de la paix, on se dit tiens c'est la paix en Ukraine, non. Il parle de la paix avec les États-Unis. Il parle de bonnes relations de voisinage avec les États-Unis. Et donc il y a vraiment 2 enjeux très différents dans ce sommet. Et la Russie peut jouer sur ces tableaux, sur le désir de Donald Trump de normaliser les relations avec la Russie, de faire du business, pour faire simple. On va revenir. Et donc ça, c'est donc un champ. Ils connaissent en fait la vulnérabilité de Trump. Il veut à la fois normaliser les relations avec la Russie et il veut obtenir quelque chose qui ressemble à la paix en Ukraine le plus vite possible. Et donc les Russes arrivent en réalité en position de force. Ce qui semble se dessiner, c'est que sur le dossier ukrainien, les Russes ne changeront pas d'un iota. Alors ils auront peut-être à la marge, accordé quelques menues concessions comme le départ des troupes des minuscules poches de Soumy et de Kharkiv, des choses comme ça. Mais sur le fond, ils vont rien changer, notamment en termes de territoire. Et Donald Trump, qu'il faut le rappeler, n'a pas de mandat. Il n'a pas de mandat pour signer quoi que ce soit. Il a juste un mandat pour essayer de négocier, de défendre peut-être un peu les intérêts de l'Ukraine. Puis ensuite, il y aura un projet qui sera présenté à l'Ukraine et qui a en réalité toutes les chances d'être refusé par l'Ukraine. Et donc, et ça c'est le deuxième effet, c'est que peut-être que à ce moment-là, et les Russes comptent peut-être là-dessus, que Donald Trump se dise bon ok voilà j'ai fait le maximum et qu'ils finissent par se désintéresser en disant ben voilà tant pis moi je laisse tomber voilà moi j'ai fait le maximum comme essayer pour obtenir la paix, c'est pas possible donc on laisse tomber et puis en revanche oui on normalise les relations avec la Russie, c'est plus important, etc. Auquel cas ce sera aussi un cadeau considérable offert à la Russie qui retrouvera une bouffée d'oxygène en économie, qui se retrouvera renforcée encore y compris dans sa guerre contre l'Ukraine. Et donc, voilà, les Russes se présentent, en fait, pour reprendre les termes de Donald Trump, avec beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes, avec beaucoup de confiance, effectivement. Je voulais juste rajouter à tout cela, je pense que c'est là où les avis sont partagés entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Lui aussi, il a naturellement cette vision du monde, un tout petit peu comme Vladimir Poutine, un peu impérialiste. Voilà, moi, superpuissance. Moi, je décide par ailleurs, à l'intérieur des États-Unis, il
tente en fait le Parlement, les chambres de Parlement américains, et j'ai l'impression qu'ils n'adoptent plus de loi. Tout se passe par des décrets, par la signature de Donald Trump en personne. Mais malgré tout ça, les États-Unis, contrairement à la Russie, ça reste quand même une grande démocratie. Et il y a l'opinion publique américaine, et c'est là, il me semble qu'en discutant de ce sommet, il y a aussi une très grande inconnue, quelle est l'opinion américaine, parce que même si il y a quand même relativement peu de personnes qui pensent que les États-Unis doivent être interventionnistes ou armer l'Ukraine jusqu'aux dents, ce n'est quand même pas propre à l'opinion américaine que d'avoir des sympathies pour la Russie ou pour le régime de Vladimir Poutine. Même chez les républicains qui sont plutôt froids envers l'Ukraine, ils ne sont pas non plus pour l'amitié avec Vladimir Poutine. Justement, parce que vous travaillez régulièrement à Washington, vous vous déplacez aussi là-bas. Vous savez comment il est jugé? Il est jugé, ce sommet là-bas aux États-Unis? C'est vu d'un bon œil ou pas? Pardon? Est-ce que c'est vu d'un bon œil aux États-Unis, cette rencontre en tête-à-tête? Je pense que tout le monde est attentiste et essaie de voir ce qu'il en sortira. Ce qui est quand même... C'était étonnant, l'Alaska. Il y a une forme de mise en scène, puisque ça a été un territoire russe, donc vendu à l'Amérique, où en plus de ça, il y a des églises orthodoxes, parce que quand ils les ont vendus, les Américains ont essayé d'évangéliser les populations d'origine indienne autochtone. Elles n'ont pas voulu, donc elles ont conservé le rite orthodoxe. Il n'est pas impossible d'ailleurs que Poutine décide de s'y rendre. Donc effectivement, ça peut apparaître comme c'est un succès pour Vladimir Poutine, cette rencontre en tête-à-tête, à parité. Là, c'est absolument clair. Mais il fallait il est le seul. Enfin, il fallait, je veux dire, c'est une décision de Donald Trump. De toute façon, il faut bien se rencontrer à un moment donné pour échanger. Mais ça dépend ce qu'il lui donne. Parce que si c'est uniquement la reprise des relations au niveau bilatéral, économique, ça ne sera pas considéré comme un succès. Donc moi, je crois quand même qu'il va tenter quelque chose sur l'Ukraine. C'est-à-dire, c'est peut-être pas sa priorité, mais je pense qu'il va tenter. C'est pas évident, évidemment, avec Vladimir Poutine que ça marche. Le rêve de Donald Trump, c'est quand même de faire la paix. Et il aurait aimé pouvoir inviter Zelensky, et il n'a toujours pas renoncé. Mais pour le moment, Poutine y est totalement opposé. Moi, je ne crois pas qu'il va abandonner. Peut-être qu'il peut, provisoirement, il peut dire c'est l'affaire de l'Europe si ça ne marche pas. Mais il tient à son prix Nobel. On le voit parce qu'il cherche toutes les occasions de conclure des accords de paix, comme récemment entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la RDC et le Rwanda et d'autres encore. Donc je pense qu'il n'abandonnera pas, il cherchera d'autres options, mais il se peut que pour un temps, ils disent bon, il n'y a pas d'accord, que les Européens s'en débrouillent. Et le problème des Européens, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à proposer. Je pense qu'il y a aussi un problème de Poutine, parce que c'est très juste ce que Donald Trump veut. En fait, c'est son acte idéal, entre guillemets, c'était cette réception et la signature entre les présidents d'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Voilà, il y a Donald Trump qui s'assoit au milieu, il y a deux chefs d'État, tout le monde est tout sourire, tout le monde signe, et c'est la paix pour toujours. Donc, en fait, idéalement, pour Donald Trump, et c'est tout à fait naturel pour lui, il faut Vladimir Poutine, il faut Volodymyr Zelensky, il faut qu'il signe. Il n'y a rien de mauvais à tout ça. Mais le problème que pour Vladimir Poutine, le président d'Azerbaïdjan, le président d'Arménie ou le président de l'Ukraine, ce sont des vassaux. Il ne peut pas s'asseoir sur la même table et signer quelque chose avec un vassal. Donc, en fait, c'est là où il y a une sorte d'impasse idéologique, quand bien même les deux hommes ont des objectifs, somme toute, assez communs. Et qu'ils ont une sympathie, qu'ils veulent y parvenir, mais il y a vraiment une sorte d'incompatibilité, parce que Donald Trump, il considère à la fois Poutine comme un grand de ce monde, mais aussi il l'invite à la table avec le vassal, ce qui ne va pas du tout pour les grands. Non, sans doute que non. Alors,
on va voir ce qui est sur la table justement entre ces deux présidents. L'Ukraine, bien évidemment, mais visiblement le dossier ukrainien paraît bien secondaire. Il y a d'autres objectifs et d'autres priorités pour Donald Trump et Vladimir Poutine. On en parle dans un instant. À tout de suite. Le grand dossier qui s'occupe aujourd'hui du sommet, vous le savez, entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Ce sera vendredi en Alaska. On y revient avec nos invités. D'abord, le rappel des grands titres de l'actualité. Météo France qui vient d'étendre la vigilance rouge canicule à 4 nouveaux départements sont désormais concernés. Le Rhône, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Canicule annoncée pour demain après-midi alors que la chaleur intense se maintiendra par ailleurs dans le sud-ouest où 12 départements sont déjà en alerte maximale. La guerre à Gaza et les mots d'Emmanuel Macron cet après-midi, 3 jours après la présentation par Benyamin Netanyahou d'un plan d'occupation totale de la bande de Gaza. Le président réagit. Il dénonce, je cite, un désastre d'une gravité sans précédent et en appelle à nouveau à l'ONU pour la mise en place d'une mission de stabilisation. Dans le nord de la France, 4 réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines sont à l'arrêt depuis quelques heures. En cause, des méduses. La présence massive et non prévisible de méduses dans les stations de pompage explique EDF qui précise qu'il n'y a pas de risque pour le moment. La centrale de Gravelines est désormais totalement à l'arrêt puisque ces 2 autres réacteurs sont en maintenance. Voilà donc pour le rappel des titres. On va revenir sur ce sommet vendredi. Est-ce qu'on en sait davantage donc cet après-midi? Pas vraiment, ça reste extrêmement flou. Quels sujets seront autour de la table? On a quelques petites pistes, mais rien n'est précisé. Qui sera autour de la table? On a aussi une petite idée, même si rien n'est officiel. Et Donald Trump lui-même en a parlé il y a quelques jours. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très précis non plus pour le président américain. Vous parlez de territoires qui ont été disputés pendant 3 ans et demi. Beaucoup de Russes sont morts. Beaucoup d'Ukrainiens sont morts. Nous examinons donc la situation. Nous cherchons à en récupérer certains, à en échanger d'autres. C'est compliqué. Ce n'est vraiment pas facile. C'est très compliqué. Donc ce n'est pas Donald Trump qu'il faut s'adresser pour avoir plus de précision. Oui, comme souvent d'ailleurs, mais... La guerre, ça fait des morts. Oui, c'est méchant, c'est pas bien. Donc c'est compliqué. Voilà. Et il décrit ça comme, en gros, comme un marché, comme un business. À aucun moment, il nous fait référence à quelque chose d'assez bizarre qui s'appelle le droit international, par exemple. Le fait que la Russie ait envahi un pays souverain, voisin, qu'il y ait des crimes de guerre qui aient été commis dans cette guerre, que celui qui doit rencontrer ait quand même un mandat d'arrêt contre lui, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est arriver à s'entendre pour mettre fin à quelque chose qui lui paraît absurde et qui... Il faut noter simplement la petite progression, c'est qu'il n'a pas fait référence à Biden dans cette allocution. Peut-être avant, peut-être après, pour dire que c'était la faute de Biden. Mais voilà, non, oui, bien sûr, il n'y a pas de... je ne suis pas très certain, d'ailleurs, qu'il sache vraiment lui-même de quoi il va s'agir. On peut avoir une petite souris avec vous ou pas? Il y a des gens qui travaillent en ce moment. Bien sûr. Et qui sont les experts, qui connaissent à la fois la ligne de contact, les oblasts, qui connaissent l'historique et qui essaieront de présenter quelque chose. Alors acceptable, pas acceptable, c'est difficile, ça reste à voir, mais c'est pas lui qui le sait. Lui fera la proposition de manière politique et sans les détails. C'est forcément différent des coups de téléphone. Ils se sont eu quoi? 2 fois au téléphone? Non, 5 fois. 5 fois. Bon, alors déjà, j'ai arrêté le compteur un peu trop. Oui. 6 fois au téléphone. Là, c'est en face à face. Ça n'a rien à voir. On peut se parler plus longtemps, on peut s'interrompre. C'est pas du tout la même chose qu'un appel téléphonique qui reste quand même très codifié. On disait tout à l'heure dans l'émission précédente que ni l'un ni l'autre n'ont intérêt à ce que ça n'aboutisse à rien. Bien sûr. De toute façon, il y aura quelque chose vendredi soir. Et il y aura quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Je pense qu'il faudra que Poutine essaie de présenter quelque chose, même si c'est cosmétique, sur l'arrêt des frappes, sur les villes. On parlait de trêve aérienne, maritime. J'en sais rien. Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose. On ne peut pas sortir d'un sommet sans rien. Cela dit, il y a l'autre dimension qui est la relation économique entre les 2 puissances. Mais il faudra qu'il y ait quelque chose sur l'Ukraine. Ouais. Sur ça, on a l'impression presque que la guerre en Ukraine est secondaire. Que la priorité des deux, c'est cette relation bilatérale.
et que c'est le commerce qui prime. Par exemple, vous écoutez l'émissaire russe en charge des relations avec les États-Unis qui s'exprimait après la visite, vous le savez, de Witkoff la semaine dernière à Moscou. Il était question de quoi? Il était question essentiellement de commerce. Nous constatons que les investissements conjoints, notamment avec des investisseurs américains, par exemple les projets dans l'Arctique, les métaux rares, les projets d'infrastructures, peuvent être mutuellement bénéfiques pour la Russie et les États-Unis. Et nous voyons que nous pouvons également développer des investissements conjoints dans des entreprises technologiques et bien d'autres domaines. Donc là, on a bien entendu, on parle d'investissement, des investisseurs américains qui vont venir. L'enjeu, il est essentiellement économique, non? Ça dit sur le portrait d'Ivan le Terrible. Oui. Le très grand libéral et investisseur. Non, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que Donald Trump sait très bien ce que c'est que les affaires avec les Russes. Et il en est friand, parce que déjà au début de sa carrière, il a fait pas mal d'affaires avec le milieu de jeux et des crimes organisés russes, enfin soviétique et ensuite russe aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui l'intéresse en fait même personnellement pour ses affaires. On peut en dire de même de Steve Witkoff. Donc là, les Russes, ils ont trouvé, et si j'ose dire, un client parfait pour appâter, pour intéresser. Et donc, il est fort à parier que pour le président américain, en effet, la guerre en Ukraine est extrêmement secondaire. Elle est tout simplement l'épine dans le pied qui lui empêche de développer ses affaires. Je ne pense pas qu'on puisse dire de même de la Russie, parce que la Russie, quand même, elle mène une guerre longue, très difficile et exténuante pour la Russie également. Donc, la Russie a tout à gagner pour prendre toute victoire, pour prendre tout allègement des sanctions, voire un gain diplomatique. Parce que, en tout état de cause, les alliés qui restent à la Russie, ce n'est pas peu, c'est le Sud global, observent et regardent. Ils peuvent également, c'est là où la Russie peut vendre, entre guillemets, à ses alliés, de nouveau le rôle d'intercesseur auprès des États-Unis, comme quelqu'un qui est entendu par Donald Trump, qui lui est connu pour son dédain envers tout le monde. Donc ça veut dire, d'ores et déjà, Vladimir Poutine, en obtenant rien que ce sommet avant même Exactement. Donc, il gagne déjà chaque jour qui passe, même avec ces discussions, même avec le fait que nous discutons d'une sorte de partition de l'Ukraine en soi, que nous en discutions pendant des heures, c'est déjà un gain pour la Russie. Parce que, à force d'en parler, comme l'a bien dit Michel, on finit par oublier qu'il y a le droit international, on finit par oublier qu'il y a eu l'agression, qu'il y a eu l'invasion. Ça devient presque un détail à force d'en discuter sur cette là. Donc même là, la Russie, elle gagne déjà. Mais écoutez, juste, on va continuer sur ce thème. Écoutez le chef de la diplomatie russe, donc au Kremlin, le conseiller diplomatique, de Vladimir Poutine. Ce fut une discussion très utile et constructive. En ce qui concerne les thèmes abordés, il y a tout d'abord eu la crise ukrainienne. Le deuxième thème concernait les perspectives d'un éventuel développement de la coopération stratégique entre les États-Unis et la Russie. De notre côté, notamment sur la question ukrainienne, certains signaux ont été transmis. Des signaux correspondants ont également été reçus de la part du président Trump. Donc voilà, en fait, quand Witkoff y va la semaine dernière à Moscou, on a l'impression qu'il n'est question que de ça. Des probables accords commerciaux. D'ailleurs, il a fait des propositions extrêmement intéressantes et alléchantes pour les Russes. Il a été question de l'exploitation des réserves de pétrole dans l'Arctique, de coopération économique. Donc, ça veut dire que là, Donald Trump est en train de préparer ça. Peut-être une nouvelle relation bilatérale avec la Russie. Oui, bien sûr, mais c'est un de ses objectifs. C'est en cela, d'ailleurs, qu'il se présente de manière un peu vulnérable. C'est-à-dire c'est lui qui est demandeur. C'est pas la Russie qui... Alors, la Russie, les Russes seraient certainement très heureux de voir la levée des sanctions économiques, mais c'est pas la priorité. C'est pas la priorité de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, dans toutes les déclarations, dans les quelques déclarations qu'il a où il parle de les relations avec les États-Unis ou de Donald Trump, il ne parle jamais d'économie. Ce sont ses conseillers qui, eux, en parlent, et qui en parlent aussi peut-être aussi
aussi pour adopter le langage Trump, pour séduire les Américains. Donc eux, ils ont évidemment tout intérêt, les Russes ont évidemment tout intérêt à ce que ce soit très profitable pour eux s'il y a une levée des sanctions et s'il y a des investissements américains en Russie. Ils demandent pas mieux, incontestablement. D'autant plus que si les Américains lèvent les sanctions, en réalité tout l'échafaudage international des sanctions, il aura pris un sacré coup. En réalité, il ne représentera plus grand-chose. D'autant plus que il placera d'ailleurs, par exemple, les Européens en situation d'infériorité, d'asymétrie. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les Américains qui pourront aller en Russie, feront des affaires en Russie, et les entreprises européennes qui seront toujours empêchées de le faire. Et donc il y aura pression de la part de ces entreprises pour dire, bon écoutez, maintenant là, d'abord ça ne sert plus à rien, ces sanctions, et puis il faut peut-être les lever complètement. Donc c'est un champ où les Russes ne sont que bénéficiaires, que gagnants, incontestablement. Donc il joue évidemment cette partition, mais encore une fois, c'est pas la priorité de Vladimir Poutine. Poutine fait de la politique, lui, politique pure. Sinon, il n'aurait pas déclenché cette guerre en Ukraine. Non, c'est sûr. Bon, il fait de la politique, ça c'est sûr. Il sera question de la guerre en Ukraine. Il sera question de cette question de relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie, et il sera question des traités sur les armes nucléaires. Alors là, on appelle Bruno Combi, parce qu'on a besoin de vous. Bonjour Bruno Combi, merci d'être avec nous, polytechnicien et ingénieur en génie nucléaire. C'est-à-dire, de quoi peuvent parler les Américains et les Russes? Ils peuvent se mettre d'accord sur quoi, d'après vous? Alors pour l'instant, beaucoup de questions et on verra les réponses en fin de semaine. Mais effectivement, le sujet du nucléaire risque de s'inviter dans les discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et cela de plusieurs manières. D'abord, comme vous le dites, pour le traité FNI, INF en anglais, Intermediate Range Nuclear Forces, un traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Ce traité date de 1987 et en gros, il interdisait le déploiement des missiles de croisière et des missiles tout court d'une portée entre 500 et 5500 km en Europe, de part et d'autre de l'Est et de l'Ouest de la frontière entre les deux blocs à l'époque de la guerre froide. Mais ce traité a été, les États-Unis et les Russes en sont sortis en 2019 et on voit que à l'occasion de ces tensions entre le bloc américain et russe, il y a des tensions qui se sont ravivées, rallumées, et que donc ils vont peut-être vouloir tous les deux calmer un petit peu le jeu et faire une sorte de rénovation, de nouvelle version de ce traité qui serait bienvenue, notamment du point de vue de nous, les Européens, de manière à ramener la paix plutôt que la guerre sur notre territoire et à nos frontières. Vous êtes en train de nous dire, parce que moi j'ai juste l'impression que c'est ubuesque, de deux pays qui sont sortis de tout traité, qui vont se faire les chantres de la non-prolifération nucléaire, c'est ça? Mais écoutez, on verra ce qu'ils nous diront en fin de semaine, puisque c'est eux qui vont discuter, et qu'à ma connaissance, l'Europe pour l'instant n'est pas invitée. C'est ce qui pourrait changer, en tout cas on peut le souhaiter. Et effectivement, ils vont peut-être discuter de notre avenir et des missiles qui seront déployés, à défaut d'être sur le territoire de l'OTAN ou de l'Europe de l'Ouest, en tout cas à nos frontières. Et on est concerné au premier chef par ces discussions qui vont avoir lieu. Et notamment, je pense que ça serait une bonne chose de effectivement rénover, de ramener en vigueur d'une manière ou d'une autre ce traité sur l'interdiction des forces nucléaires intermédiaires. Donc rappelons-le, portée 500 à 5500 km, c'est-à-dire qui de part et d'autre seraient susceptibles de bombarder l'Europe ou la Russie. Donc ça veut dire que ces discussions qui ont lieu vendredi, les Européens ne sont pas autour de la table, mais ils ont quand même réussi à décrocher un entretien avec Donald Trump mercredi, on va y revenir. Ce serait donc préjudiciable par rapport au dossier ukrainien, mais ce serait extrêmement préjudiciable sur ce dossier du nucléaire si on ne fait pas partie de ces négociations, ces discussions. Mais disons que ça serait, si on n'en fait pas partie et qu'ils se mettent d'accord sur la paix en Europe sans l'Europe, en tout cas, c'est une certaine forme d'humiliation, même si sur le fond, ça serait plutôt une bonne nouvelle d'apprendre qu'il y a un traité qui interdit des forces nucléaires ou des missiles de portée intermédiaire sur le territoire qui est aux portes même de l'Europe et de nos propres territoires. Ça serait une humiliation et en même temps, peut-être une bonne nouvelle. Et il y a également un autre sujet qui peut s'inviter dans la discussion, puisque pour l'instant, on a beaucoup de points d'interrogation. Je suis obligée de vous couper. Donald Trump parle de ce sommet, justement, en direct. Cette guerre n'aurait jamais dû se produire. Ça n'aurait jamais dû se produire.
Tout le monde s'entendait très bien. Et si vous regardez, sous le président Bush et sous le président Obama, ça a commencé à se dégrader. Et c'est les années Biden qui ont tout emmené. Sous mon administration, ils n'ont rien pris. Je suis celui qui ont dit « Vous ne pouvez pas construire un pipeline ». J'ai stoppé le pipeline. Nord Stream, personne n'a entendu parler de Nord Stream. Le plus gros pipeline du monde. Et je l'ai arrêté. Je m'entendais très bien avec Poutine. Mais Biden est arrivé et je ne pouvais pas le croire. Je n'étais pas très dur, je n'étais pas le plus dur. J'ai fait le plus grand développement avec la Russie et je l'ai stoppé, je l'ai arrêté. C'est un président idiot qui a construit ce pipeline. Et le pétrole est arrivé sur l'Europe. Président Poutine m'a invité. Je pense qu'il veut s'impliquer. J'ai été déçu par lui, parce que j'avais une bonne entente avec lui. Et par contre, il y a la guerre et les gens continuent de mourir. C'est une guerre horrible. Et vous savez, il y a des Russes et des Ukrainiens qui savent que tout cela fait beaucoup de dégâts. Les jeunes soldats, ils sont de plus en plus jeunes, jusqu'à 16 ans. C'est terrible d'assister à ça, de voir cela. J'ai une obligation. C'est la guerre de Biden. Ce n'est pas ma guerre. Et il y a un mois, vous avez bien vu, on a dit qu'on ne paierait plus rien. Maintenant, ils nous achètent des choses, l'Ukraine. L'OTAN nous achète des choses. Ils nous payent pour tout ce qu'on envoie là-bas, toutes les armes. Et il y en a pour 50 milliards de dollars. L'argent qui a été dépensé est la pire chose qui puisse être arrivée. Oui, je vais surtout pour parler à Vladimir Poutine. Je vais lui dire, il faut terminer cette guerre. Il faut que vous terminiez cette guerre. Si ça avait été moi, cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Quand l'élection m'a été volée et que Biden est arrivé au pouvoir, de très mauvaises choses se sont passées. Et ça s'est terminé par une guerre. Mais je ne crois pas que ça se reproduira. Ça aurait pu se terminer dans une troisième guerre mondiale, mais je ne crois pas que ça va se produire. Je pense que c'était très respectable que le président de Russie vienne dans notre pays ou qu'on aille peut-être dans un autre endroit ensemble. Oui, je crois qu'on va avoir une discussion constructive. Peut-être qu'une fois que je quitterai la pièce, j'appellerai les Européens et je leur dirai « On s'est très bien passé, tout s'est très bien passé ». Je m'entends bien avec Zelensky, mais je suis en désaccord profond avec ce qu'il a fait aussi. Mais je vais parler aussi à Zelensky et Poutine. Et peut-être Poutine et Zelensky, s'ils ont besoin de moi, je serai là. J'étais un petit peu embêté que Zelensky dise qu'on donne un accord à Poutine. Et il va y avoir des échanges de terres.
à travers la conversation, les échanges, pour le meilleur de l'Ukraine. Mais aussi, de mauvaises choses vont se passer pour l'Ukraine. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est très complexe parce qu'il y a des lignes qui bougent beaucoup. Et il va y avoir des échanges, des changements dans les terres. Oui, on va changer la ligne de combat. La Russie occupe une partie de l'Ukraine et certains territoires vont revenir à l'Ukraine. Et la Russie a surtout pris des propriétés, des terres avec vue sur la mer, avec accès à la mer. Et l'Ukraine a un accès de plusieurs milliers de kilomètres à la mer. Et il y a des petites zones comme Odessa par exemple. Je vais aller les voir et je vais peut-être leur dire bonne chance à la fin de cette réunion. Ça ne sera pas réglé, peut-être. Mais j'ai cru comprendre que Poutine ne voulait pas parler à quelqu'un d'autre qu'à moi. Je vais le rencontrer et je vais poser les lignes, poser les bases, et après parler à Zelensky et aux Européens. Juste après ma rencontre avec Poutine. C'est pas à moi de faire le deal. La Russie doit aussi rendre des choses. C'est un très grand pays, immense. Le plus grand pays en surface d'ailleurs. Il y a un potentiel en Russie. L'économie russe ne fonctionne d'ailleurs pas très bien. Ils ont été très dérangés par les sanctions notamment. Et nous avons mis des sanctions sur le pétrole, notamment sur le pétrole russe. C'était un bon rappel pour Poutine. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai aussi dit que je ferais des choses bien plus importantes, bien plus graves. Et je veux voir ce qu'ils veulent exactement. Un cessez-le-feu, si c'est possible, pour les deux parties. Et à la fin, j'ai une très bonne relation avec lui, avec Poutine. J'ai arrêté le pipeline, je vous le rappelle. Et vous avez entendu parler des missiles Javelin ? Ils disent que Obama leur a donné rien du tout, de la crotte, et que moi je leur ai donné des Javelin. Et les tanks sont restés bloqués dans la boue. Les Russes auraient été à Kiev en 4 heures. Mais les Russes ont fait des erreurs. Ils se sont embourbés dans la boue. Ok. Voilà, toujours le même discours de Donald Trump, vous l'avez compris, c'est lui qui a aidé en premier lieu les Ukrainiens, qui a évité donc l'invasion totale par la Russie en février 2022, et il s'en prend encore une fois à Joe Biden. C'est la guerre de Joe Biden, dit-il, mais bon, il faut bien la terminer. Une chose importante quand même, tout de suite il parle des Européens. Je vais rencontrer Vladimir Poutine et aussitôt après j'appellerai les Européens et Volodymyr Zelensky. C'est peut-être pas anodin. Il dit ce n'est pas à moi de faire le deal. Je vais parler et ensuite j'appelle les Ukrainiens et les Européens. Bon, lui aimerait bien faire le deal de toute évidence, mais il laisse entendre qu'il n'y aura peut-être pas d'accord et que finalement c'est un processus qui se poursuivra. Donc, oui, il en parlera aux Européens, mais il va les rencontrer. Enfin, il va avoir déjà un contact avant mercredi cette réunion avec les Européens, et je pense que c'est un petit peu des ballons d'essai. Hein. Il fera des propositions, et encore une fois, il faudra voir après comment ça retombe et sur quelle base on peut discuter. Mais il est en train de préparer les esprits
en disant que ça va peut-être pas donner grand-chose? Parce que lui-même, il se rend compte que ça va être difficile ou pas? Il sait que c'est difficile et il s'interroge effectivement sur la possibilité d'avoir un accord. Il n'a bien évidemment pas d'accord de Vladimir Poutine sur tout ce qu'il a proposé. Sinon, il ferait venir Zelensky et il signerait avec les deux. Donc, il commence par laisser entendre que Vladimir Poutine est de bonne volonté, qu'il a été déçu par lui, mais que là, il a envie de faire des choses, le président russe. Et puis après, effectivement, on sent que il prépare les esprits peut-être à un côté un peu déceptif. Ouais. Alors, moi, je pense que celui qui a commencé à préparer les esprits, c'était Mark Rutte, le patron de l'OTAN. Le patron de l'OTAN, qui a dit déjà hier ou avant-hier soir que, en fait, ce sommet, ça sera surtout l'occasion pour Donald Trump de sonder, de tester Vladimir Poutine et sa volonté d'arrêter la guerre. Or, nous savons que Mark Rutte est réputé pour être celui qui parle le mieux, au mieux, à Donald Trump et qui l'arrange au mieux. Donc ça, c'était déjà très parlant. Et ce que nous voyons depuis, on va dire 24 heures, y compris les déclarations de Vance qui sont devenues beaucoup plus prudentes par rapport aux déclarations initiales de Donald Trump, c'est la montre, je dirais plutôt que le travail est en cours. En fait, le travail entre les conseillers, les négociations, les consultations sont en cours et le fait qu'on devienne de plus en plus prudent, cela montre que probablement ça n'avance pas si bien que ça. C'est plutôt ça. Ouais, pour l'instant. Voilà, c'est ça. Dans les coulisses, là, ça montre que c'est peut-être un peu difficile, même s'il prévient les Ukrainiens. Il va y avoir des échanges de territoire et il le dit, ça va pas forcément plaire aux Ukrainiens. Je serais curieux de savoir quels échanges de territoire il pourra bien y avoir. Il faut être clair, Vladimir Poutine ne cédera rien, sauf peut-être, encore une fois, les petites poches minuscules qui se trouvent dans les provinces de Soumy et de Kharkiv. On dit, ça, je veux bien évacuer, mais les provinces, les 4 oblasts annexés, il n'est pas question de lâcher le moindre kilomètre carré. Et du côté ukrainien, il n'en est pas question non plus. Donc, il faut être clair. Il y aura la seule possibilité de paix, c'est une solution un peu à la coréenne, c'est qu'on arrête les combats sur la ligne de front actuelle. Voilà. Toute autre proposition sera refusée d'un côté ou de l'autre. Au passage, il ne parle pas. Alors, il ne parle que de territoires, d'échanger. Au passage, que des territoires ukrainiens. Il faut quand même le rappeler. Alors, au bout du compte, parce qu'il le dit, la Russie occupe une partie de l'Ukraine. Oui, non, mais dans tous les cas de figure, même si ça s'arrête là, ça s'arrête sur la ligne de front, évidemment que les Ukrainiens ne seront pas contents d'avoir forcément laissé un certain nombre de territoires entre les mains occupés par les Russes et ils ne reconnaîtront jamais cette occupation officiellement. Maintenant, ils sont obligés de constater de fait qu'ils n'ont pas les moyens de le reconquérir pour l'instant, cette affaire. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... Oui, mais c'est... et donc, oui, non, mais ils ne lâcheront pas, ils ne lâcheront rien. Il n'a pas parlé, par exemple, parce qu'il y a d'autres revendications russes. Il y a la démilitarisation, en gros, de l'Ukraine. Il y a la non-intégration à l'OTAN, par exemple. Bon, ça n'a pas été évoqué. Et ça, les Russes y tiennent, évidemment, énormément. Donc, comment est-ce que vous jugez cette intervention cet après-midi de Donald Trump? On est à 4 jours du sommet. C'est une intervention, finalement... Alors, il ne faut pas sur le folklore, c'est la faute à Biden, j'ai sauvé les Ukrainiens, passons. Maintenant, c'est, je le trouve plutôt exceptionnellement, plutôt modeste et relativement prudent. En se positionnant. Donc ça trahit quelque chose. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais il dit, de toute façon, lui, encore une fois, il faut le rappeler, il n'a aucun mandat. Il ne va rien signer, lui. Donc, lui, il fait l'intermédiaire. Donc, il dit, voilà, je suis l'intermédiaire, je suis prêt. Je pense qu'on peut obtenir des choses. Ce sera compliqué, mais c'est tout. Mais il n'est pas triomphaliste. Il n'est pas du tout. Il dit, voilà, ça y est, on va arriver, on va signer quelque chose. Non, il dit, voilà, il sous-entend quand même que ce sera un processus assez long, assez compliqué, que là c'est juste une première étape, il y aura une autre deuxième étape
ensuite, où lui-même consultera les Ukrainiens et les Européens, qui, il faut le constater, sont toujours associés. Donc il y a vraiment un bloc de ce côté-là. Et puis ensuite, voilà, on verra ce que ça donne. Probablement, ça ne donnera pas grand-chose. Enfin, en tout cas, il y aura certainement un refus. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Donc on revient à la case départ, on remet un ultimatum sur la Russie, on fait pression à nouveau sur la Russie ou pas ? Là, il laisse pas la porte ouverte, parce qu'on l'a connu, Donald Trump, des fois pas très content, et qui menace. Non, là, il menace personne. C'est pas du tout le cas. Il menace personne. Non. C'est là où je pense que ce qui est le plus important, probablement, ce n'est pas ce qui a été dit, mais justement, ce qui a été omis, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a eu aucune menace, aucune pression, ni sur la Russie, ni sur l'Ukraine. Parce que malheureusement, il y a eu des moments où on en était là, où il y a eu la pression réelle sur l'Ukraine, avec le retrait de données de renseignements techniques, avec le blocage des armes. Donc là, actuellement, pour l'instant, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, c'est que Donald Trump ne menace pas l'Ukraine de retirer ses acquis en cas de non-signature. Plus encore, Donald Trump se vante que maintenant, il peut vendre les armes américaines très chères. Ce qui fait que... Il a rendu la guerre en Ukraine rentable. Voilà, ce qui fait que probablement, même en cas d'échec, et ça c'est quand même un point qui peut rassurer un tant soit peu l'Europe et l'Ukraine, c'est que ces deux points qui sont quand même cruciaux encore pour l'Ukraine, pour la guerre en Ukraine, pour les capacités de l'Ukraine à se défendre, ne sont pas sujets, ne sont pas un outil de pression, même si on pense qu'ils le seront, mais la position du moins officielle, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Et probablement, ce qu'on peut voir ici, c'est, je suis d'accord avec Michel, qu'il est très posé et en fait, il montre clairement qu'il souhaite tout simplement commercer avec tout le monde, qu'il souhaite commercer avec Poutine, avec l'Ukraine et avec l'Europe et rendre ce conflit véritablement rentable pour lui de tous les points de vue. Alors on se demandait à quoi allait ressembler ce sommet de vendredi en Alaska. On a quand même une première réponse avec Donald Trump là à l'instant. On l'a entendu donc ensemble en direct. Ce sera bien un tête-à-tête. Il le dit, je vais parler à Vladimir Poutine, je vais lui dire il faut terminer cette guerre et aussitôt cette entrevue terminée, j'irai appeler les Européens et Volodymyr Zelensky. Donc ils seront bien 2 hommes autour de la table et pas plus. Alors, il y aura un tête-à-tête de toute évidence, comme c'est le cas avec la plupart des chefs d'État, mais généralement après, il devrait y avoir quand même une réunion en formation restreinte, peut-être avec des ambassadeurs, peut-être pas, parce qu'on ne sait même pas s'il fait confiance à son ambassadeur. Ushakov, le conseiller diplomatique, a été ambassadeur à Washington, donc il connaît bien, et alors il est possible que Ushakov et son homologue, ils soient dans une, enfin peut-être Rubio dans une deuxième phase pour tirer les conclusions de la réunion et de ce qu'ils se sont dit, et ce qui est très fréquemment le cas entre chefs d'État lors de visites d'État. Ça veut dire que tout était prêt. Tout est en train d'être préparé, on est bien d'accord, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Tout est en train d'être préparé, et ensuite, ils vont avoir ce tête-à-tête dans lequel il essaiera peut-être de convaincre Poutine d'accepter un certain nombre de choses. Et normalement, mais je dis normalement, mais c'est Donald Trump, donc rien n'est normal, devrait revenir effectivement vers les délégations pour acter ce qui aura été dit. Et après, ils se parlent en tête-à-tête. Quand ils se parlent l'entretien va commencer. Normalement, effectivement, il y a souvent ce qu'on appelle la photo-op, c'est-à-dire le premier tour de table. Et en général, il transforme ça en véritable opération de télévision ou de télé-vérité. Et ensuite, il y a les entretiens entre les deux qui peuvent durer jusqu'à 2 heures, et puis normalement il devrait revenir, et puis après il y a une conférence de presse pour annoncer les résultats. Donald Trump a les moyens de faire pression sur Vladimir Poutine aujourd'hui ou pas ? Les moyens, puisqu'il n'utilise pas en tout cas la menace, la force ou les sanctions, et que parallèlement il veut développer un partenariat économique.
C'est plus difficile. Ce qu'il peut essayer de faire, c'est de convaincre Poutine que c'est quand même son intérêt de revenir un peu sur la scène internationale. Parce qu'à partir du moment où il y aura eu cette rencontre entre le président des États-Unis et celui de Russie, bien, il est probable que d'autres prendront des contacts avec lui dans le monde occidental ensuite, et que c'est son intérêt. C'est-à-dire que si Vladimir Poutine n'était pas tellement obsédé par sa guerre en Ukraine et le fait de conquérir quelques arpents de terre, il serait peut-être effectivement plus enclin à accepter ce que Donald Trump lui offre. Il peut être aveuglé là ? Il est aveuglé, vous pensez, par ça? Moi, je pense qu'il est effectivement totalement obsédé par ça. Parce que qu'est-ce qu'il peut gagner aujourd'hui? Encore une fois, quelques arpents de terre. Sinon, alors je me réfère souvent à ce que dit l'Institut pour l'étude de la guerre, il faudrait 83 ans pour prendre la totalité de l'Ukraine. Donc ça n'a aucun sens. Qui a le plus à perdre si jamais il ne ressort rien de ce sommet vendredi? Alors je suis d'accord, évidemment, du point de vue de Vladimir Poutine, les choses, c'est pas rationnel. Il y aurait tout intérêt, simplement, à dire, ok, j'accepte le deal, je lève les sanctions, formidable, les sanctions sont levées, formidable, je retrouve de l'énergie, quitte cyniquement à peut-être reprendre le combat contre l'Ukraine plus tard, prendre le temps pour se reconstituer, pour des forces et faire autre chose par la suite. Donc oui, stratégiquement, rationnellement, il aurait tout d'intérêt à accepter un deal, même à arrêter les combats sur la ligne de front. Il peut présenter ça, ce serait déjà une victoire. Il peut présenter ça à l'histoire. Il peut dire voilà, on a annexé tous ces territoires, on a épuisé l'Ukraine. Enfin, il y a un discours de victoire qui pourrait être présenté. Mais non, il continue, il s'obstine. Et ça revient à ce que tout à l'heure. Il s'obstine il fait de la politique et une politique qui est un peu obsessionnelle, effectivement. Son pays aurait tout intérêt à faire tout autre chose. Mais non. Ou alors peut-être se sent-il plus fort qu'il ne l'est et que finalement il réussira à obtenir tout. Donc il va peut-être un peu trop grand, très certainement. Donc il a tout à gagner en réalité dans ces négociations. Mais c'est lui qui risque de les gâcher en réalité. Si vous nous rejoignez, donc on le rappelle, Donald Trump vient de s'exprimer depuis la Maison-Blanche. Il y a quelques minutes, il a été question de politique intérieure, mais à un moment donné, des questions lui ont été posées sur ce sommet en Alaska avec Vladimir Poutine. Ce sera donc vendredi. Et encore une fois, donc Donald Trump a répété que cette guerre, ce n'était pas la sienne. Cette guerre, c'était celle de Joe Biden. Cette guerre n'aurait jamais dû se produire. Ça n'aurait jamais dû se produire. Tout le monde s'entendait très bien. Et si vous regardez sous le président Bush et sous Obama aussi, ça a commencé à se dégrader. Et les années Biden ont tout emmené. Sous mon administration, ils n'ont rien pris. Rien pris. Là, on peut peut-être le préciser, Sylvie Berman, parce que vous connaissez très bien les États-Unis. Nous, ça nous paraît excessif qu'ils le disent et qu'ils le répètent, mais il le fait sciemment pour que dans la tête des Américains, ce soit bien ancré. Que ce n'est pas sa responsabilité, exactement. Que ce n'est pas sa guerre, oui, tout à fait. Parce que si effectivement il n'aboutit pas, on ne pourra pas lui reprocher, puisque lui, il se présente comme un deal maker et comme un faiseur de paix. Est-ce que là, on le disait, oui, Mariana? Oui, alors ce qui est intéressant, Donald Trump, il aime bien rappeler que celui qui a donné les javelines à l'Ukraine, mais jusqu'à présent, il le disait pour dire que moi aussi j'ai aidé l'Ukraine, pas que Biden. Et là, je vois, il y a, je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas du tout, mais c'est quand même assez marquant. Aujourd'hui, Donald Trump a développé assez longuement l'idée que si l'Ukraine a quelque part gagné la défense de la capitale, c'est grâce à lui. Exactement. Et c'est même là où c'est encore beaucoup plus intéressant, parce qu'il a présenté ça à la fois que si l'Ukraine a su se défendre, c'est grâce à lui, mais également il a présenté ça presque comme une sorte de mini-victoire du Nord ou du début de la guerre. Donc là quand même, il est trop tôt de dire si c'est une
une évolution de discours pour dire que moi, finalement, je peux me faire gagner l'Ukraine si je veux. Si on prend un peu le parallèle, j'ai donné les javelines, et puis l'autre jour, dans 3 mois, je pourrais donner quelque chose. Peut-être que c'est un signal envoyé à la Russie, finalement, au Kremlin, que rien n'est retiré de la table et qu'il peut encore augmenter sensiblement l'aide militaire ou plutôt le commerce militaire avec l'Europe à destination de l'Ukraine. Il faut quand même rappeler qu'il n'a pas donné javelines, mais il les a vendus au passage, et que c'est pas ça du tout. Ça a été marginal dans la victoire, au moins la victoire ukrainienne autour de Kiev. Donc c'est absolument pas Trump qui a sauvé l'Ukraine. Au passage, s'il avait voulu vraiment aider l'Ukraine avant, c'est pas des javelines. Il aurait pu aussi bien fournir beaucoup d'autres équipements, mais lui, comme les autres, est resté dans une situation de profil bas vis-à-vis de la Russie. Voilà, il n'a pas aidé l'Ukraine comme il aurait pu le faire. Bon. Et il le dit aujourd'hui quand même, j'ai une obligation, mettre fin à la guerre de Joe Biden. Il a cet objectif, en tout cas, affiché. Oui, bien sûr, mais ça lui permet une fois de plus de critiquer Joe Biden. Et encore une fois, il veut son prix Nobel et il a promis à ses électeurs qu'il réglerait le conflit en 24 heures. Bon, ça n'a pas marché en 24 heures, mais je pense qu'il n'abandonnera pas, même s'il y a un échec provisoire. D'ailleurs, il y revient tout le temps. Ouais. Et il a même mentionné, et je pense que c'est pas par hasard, là, il a mentionné Barack Obama. Ce qui est par ailleurs juste, parce que ce n'est ni la guerre de Joe Biden, ni de Donald Trump, mais en réalité, c'est la guerre de Barack Obama, parce que l'Ukraine a été envahie en 2014. Pendant la présidence de Barack Obama, et on connaît quelle était la réaction des États-Unis, ou plutôt l'absence de cette réaction. C'est vrai. Mais enfin, il ne faut quand même pas retourner les choses. Le responsable de tout, c'est Poutine. Oui, voilà. en effet. Le responsable de la guerre de 2008 contre la Géorgie, de la guerre de 2014, c'est de la guerre de 2022. C'est Vladimir Poutine. Exactement. Est-ce que vous avez moins d'espoir sur le sommet de vendredi en écoutant Donald Trump ? Est-ce qu'il y a un avant-après ? Moins de crainte plutôt. Moins de crainte plutôt. Moins de crainte. Je pense que le seul qui a des espoirs très hauts, c'est Vladimir Poutine. En tout cas, il l'a dit, Donald Trump, il va s'entretenir en tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Il appellera ensuite les Européens et Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky n'est pas invité vendredi ? Non, il n'en a jamais été question. Je me suis dit qu'il pouvait participer, mais il est venu à de nombreux sommets déjà. Il a été là pendant 3 ans et demi et rien ne s'est passé. Si vous pensez que quelqu'un qui n'a rien obtenu durant tout ce temps peut obtenir un bon deal, je vous dirai ensuite si je peux obtenir un bon deal. On parle d'une situation très complexe. La guerre que je viens de terminer entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie est presque aussi complexe que celle-ci, avec des frontières, des échanges à opérer. Je vais rencontrer Vladimir Poutine et probablement dans les 2 premières minutes, je saurai si c'est possible. Well, we're going to have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. Et comment vous le saurez ? Parce que c'est comme ça, je fais des deals.